On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines, non? Ouais. Tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi, à ton avis? Face aux écrans, soyons vigilants. Grave. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi là? C'est une série, ça, mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. À la une ce soir, Saint-Éloi, saint patron des métallurgistes, moment de fête pour les ouvriers de l'usine du Galion qui restent dans l'incertitude. Ils ne savent toujours pas quand ils seront raccordés à l'usine Albioma. Difficulté de trésorerie à la compagnie de transport Foyalaise. Le déficit de l'année 2016, 2,5 millions d'euros, pèse toujours sur les investissements. Certains bus ont du mal à être réparés. Des membres de la CGTM municipaux dans l'enceinte de la CTM après l'évacuation de leurs collègues grévistes du PNM. Une première mobilisation commune aujourd'hui. Et puis Agnès Buzyn en Guadeloupe. Depuis hier soir, la ministre de la Santé constate les dégâts engendrés par l'incendie du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et merci de nous suivre, notamment en direct depuis notre page Facebook. On commence donc avec ce chiffre, 2,5 millions d'euros. Je vous le disais en titre, c'est le montant du déficit de la compagnie de transport Foyalaise pour l'année 2016. Un déficit qui pèse sur 2017. Le manque de trésorerie ralentit les réparations. Certains bus sont à l'arrêt. On fait le point avec les précisions de Loïc Régis. Avec un déficit global de 2,5 millions d'euros pour l'année 2016, la CFTU a dû ralentir ses investissements. Conséquence sur le réseau Mosaïque, davantage de bus endommagés ou en panne, une situation qui n'échappe pas aux usagers. Ça arrive assez souvent, mais bon, on fait avec et on est tous les jours confrontés à ça et qu'est-ce que vous voulez, on fait avec. Hein. Il y a des bus qui sont en panne et puis on ne remplace pas les bus. Pour équilibrer ses comptes, la CFTU attend notamment le règlement de la facture pour la marche à blanc du TCSP, effectuée en mars 2017. Martinique Transport n'a toujours pas payé la CACEM pour cette prestation, qui elle-même n'a pas pu procéder au paiement des tests. Nous avons forcément une gestion qui est relativement difficile, dans un contexte qui ne s'arrange pas, dans la mesure où nos donneurs d'ordre ne sont pas toujours au rendez-vous, On peut le dire notamment sur ce qui est du BHNS, du TCSP, ne sont pas au rendez-vous pour le paiement des sommes dues. Donc la trésorerie agit sur la comptabilité et sur les comptes. Donc voilà, nous avons une gestion complexe et à mettre en place avec des mesures techniques à trouver. Mercredi, lors d'un conseil communautaire, les élus de la CACEM ont voté contre une nouvelle marche à blanc avec passagers. Ils se sont prononcés en faveur d'une mise en œuvre rapide de l'exploitation commerciale du TCSP. Reste à savoir quand. La marche à blanc s'est terminée au 1er septembre, le rapport a été remis, toutes les hypothèses et les coûts ont été établis. Maintenant, reste à prendre des décisions concernant l'exploitation. Quel intérêt y a-t-il à poursuivre une expérimentation, à poursuivre de tourner en rond et à faire monter des gens avec des horaires qui ne sont pas définis, une heure de début, une heure de fin qui n'est pas définie. Si on veut continuer le TCSP, il faut maintenant passer à la phase d'exploitation. De nombreuses questions restent également en suspens, celles concernant le prix des titres de transport, la fréquence de passage des bus ou encore les horaires de fonctionnement du TCSP, en supposant qu'il fonctionne. L'actualité sociale avec ce coup de force des membres de la CGTM et SOSEM municipaux. Vous le voyez ce matin, ils ont pénétré dans l'enceinte de la CTM. Ils y sont ressortis d'eux-mêmes, tout comme leurs collègues grévistes du parc naturel de Martinique. Une action pour marquer une mobilisation commune dans ce conflit qui dure depuis le 10 octobre dernier. Écoutez.
Aujourd'hui, les grévistes n'ont pas d'interlocuteur. Nous observons que quand on bloque, il n'y a pas de négociation. Quand on débloque, il n'y a pas de négociation. Nous avons une nouvelle fois réclamé une rencontre avec des responsables de la CTM ou une rencontre avec des responsables de la préfecture et jusqu'à maintenant, aucune réponse. Alors, au lieu de cela, on nous envoie une nouvelle fois la police, comme si la CTM était menacée, était en danger. On veut bien croire qu'après avoir déposé de nouvelles propositions, que la CTM va bouger, et en tout cas en négociation, parce que la négociation est écrite dans les accords de Bercy, mais aussi dans le Code du travail. Donc ce mot existe, et que je pense qu'ils vont se démerder pour trouver une solution d'entente pour reprendre la négociation. Sinon, on va monter crescendo dans les communes, et on va commune par commune bloquer pour pouvoir faire un peu de... faire reculer la 7e. Il faut qu'ils prennent une décision de négociation. La Martinique, placée en vigilance jaune par Météo France pour fortes pluies et orages depuis midi. Depuis ce matin, de fortes pluies s'abattent sur le territoire. Ils ont occasionné, vous allez le voir, déjà plusieurs inondations un peu partout, notamment à Fort-de-France, mais aussi dans le nord. L'épisode est prévu de durer jusqu'à demain matin, 7h. Voilà pour ces images recueillies sur les réseaux sociaux. Direction la Guadeloupe maintenant. L'heure est à l'évaluation du centre hospitalier universitaire. L'évaluation des dégâts. La ministre de la Santé, arrivée hier soir, est venue donc évaluer l'ampleur des dégâts suite à l'incendie. Avant d'échanger avec les personnalités politiques, la ministre est allée à la rencontre du personnel et des militants syndicaux. Le reportage de nos confrères d'ATV Guadeloupe. Nous avons demandé à l'hôpital fonctionnel pour nous faire ça travail pour le mois de décembre. Pour l'État nous les moyens pour nous faire ça investir les lieux pleinement pour nous faire ça faire travail en nous. Et Madame le ministre de la Santé, Agnès Buzyn, n'a pas hésité dès sa descente de voiture à venir tout naturellement face au personnel qui criait son envie de travailler et se plaignait de ne pas avoir d'affectation. Je comprends que les personnels soient en détresse par rapport aux habitudes de travail en équipe, de compétences qu'il y a dans cet hôpital. Et il faut qu'on fasse très rapidement un diagnostic pour voir ce qu'on peut réhabiliter le plus rapidement possible. 3 jours après l'incendie qui a ravagé la maternité, la réanimation, le bloc opératoire et qui a provoqué l'évacuation totale de l'hôpital, le ministre des Solidarités et de la Santé a eu droit à une visite guidée. Au fur et à mesure de la visite, je vous donne des explications. Des explications du commandant Chipotel presque inutiles au vu du spectacle de désolation. Équipée de masques tellement l'odeur était asphyxiante, la délégation parcourait les couloirs dans une chaleur étouffante, rejetée par les murs encore brûlants. Il va falloir faire vite. C'est pour ça que je viens aujourd'hui avec des experts. Je viens aussi avec un hôpital de campagne, de la sécurité civile, pour d'ores et déjà faire en sorte que le site du CHU puisse recueillir et puisse recevoir des malades en urgence. Donc cet hôpital sera monté ce week-end. Mais au-delà de ça, l'urgence pour moi, c'est le diagnostic de sécurité par rapport aux locaux qui ont été impactés. L'État mettra les moyens parce qu'on ne peut pas imaginer que la Guadeloupe ne récupère pas son CHU, qui offre des soins de très grande qualité, avec des équipes extrêmement compétentes. Et je le dis devant Madame la Présidente de la CNE, que je connais et en qui j'ai une confiance totale. Et donc il faut impérativement que cet accès à des soins de qualité se fasse le plus rapidement possible. Nous attendons des réponses, nous avons des exigences, c'est que le CHU recommence à fonctionner le plus rapidement possible. Pour cela, il nous faut des investissements financiers et investissements humains. Cette deuxième visite me conforte dans l'idée qu'il faut obligatoirement agir vite pour que nous puissions redonner vie à cet hôpital. Parce qu'un hôpital vide, c'est un hôpital qui est... C'est stressant même de voir un hôpital qui est vide alors même que nous avons des brancards, on a l'impression que la vie s'est arrêtée. Au cours de cette période délicate, il faudra réorganiser l'offre de soins, car la réhabilitation du CHU, même partielle, nécessitera plusieurs semaines. L'hôpital recevra ces files actives de patients qui ne peuvent pas être traités ailleurs. Donc c'est un travail que vous faites, je le sais Madame la Présidente, avec l'ensemble des professionnels de cet hôpital, pathologie par pathologie, filière de prise en charge par filière de prise en charge.
On va déjà être en capacité de récupérer les patients aigus grâce à l'hôpital de campagne avec des blocs opératoires, une maternité fonctionnelle. Avant de penser à un retour éventuel d'une partie de l'activité, il faudra établir un diagnostic technique. La médecine de ville servira de relais en attendant la réhabilitation du CHU. Santé toujours avec la journée mondiale de lutte contre le sida en Guyane. Cette journée contre le sida a été marquée par de nombreux événements. La collectivité reste l'une des régions la plus touchée. Le reportage de nos confrères d'ATV Guyane. À l'occasion de la journée internationale de lutte contre le sida, l'association Entraide a mené plusieurs actions afin de sensibiliser la population et de lutter contre les discriminations faites aux personnes vivant avec le VIH. Malheureusement, on a beaucoup de fausses croyances sur le VIH. On pense que le moustique véhicule le VIH. On pense qu'on ne peut pas manger ou toucher, que même la salive aussi transmet le VIH, alors que c'est faux. Donc c'est ça, en fait, on a beaucoup de fausses informations. Donc c'est pour ça qu'on a du mal par rapport à la communication. En Guyane, plus de 2000 personnes sont officiellement malades du sida. Cependant, des centaines d'individus, malgré leur conduite à risque, ignorent encore qu'ils sont atteints par le virus. Je pense que le sida n'est pas trop présent en Guyane et qu'il faudrait que les gens soient un petit peu plus informés. Voilà quoi. L'accent cette année est mis sur la nécessité du dépistage précoce. Un tiers des dépistages, selon l'ARS, ont lieu à un stade tardif de l'infection. Résultat, retour en Martinique, en bref, les prix du carburant. Depuis ce matin, le litre de sans-plan coûte 1,42 €, soit plus 6 centimes. Le litre de gazoil coûte 1,20 €, soit plus 3 centimes. Quant à la bouteille de gaz, le prix est fixé à 23,26 €. Restez avec nous à suivre dans votre journal un avant-goût des rendez-vous sportifs de ce week-end avec notamment la poursuite des championnats pour les disciplines collectives. Et puis votre JT des communes. Ce soir, nous reviendrons sur la journée mondiale de lutte contre le sida en Martinique et le dépistage intermittent mis en place par l'association Aide. Et puis enfin, toujours dans votre JT des communes, les reliques de Sainte-Thérèse de Lisieux présentées aux fidèles martiniquais. Mais d'abord, le bilan de l'année 2017 au sanctuaire marin Agoa, une aire marine protégée de 140 000 km². La pêche à la baleine y est interdite. L'espace est un lieu privilégié. Vous écouterez dans le cours de ce journal la conférence de presse, les éléments de la conférence de presse qui ont été donnés hier. On passe au sport avec l'avant-dernière compétition de l'année en course automobile. Demain commence le Rallye Lane automobile. À l'issue, on connaîtra le nouveau champion de Martinique. On fait le point sur cette compétition avec Gianni Gabriel. 324 km dont 116 épreuves chronométrées, c'est ce qu'il y a au menu de cette première édition du Rallye Lane automobile des champions. Vainqueurs l'année passée, Rodrigue et Christopher Théodore, récents champions des courses de côte, n'ont pas pu finir un seul rallye cette saison. Ils auront forcément à cœur de terminer et surtout de gagner cette compétition. Ce rallye n'a jamais aussi bien porté son nom car en effet, entre le leader Steven Orozman et le quatrième Guy Hélénis, il n'y a que 111 points. Ce rallye étant coefficienté 4, le vainqueur se verra attribuer la bagatelle de 124 points. Mathématiquement, tout reste possible et des pièges, il y en aura beaucoup sur un circuit en partie inédit ou non pratiqué depuis longtemps. Vendredi, nous avons des spéciales rapides. Saint-Esprit Vauclin, aller-retour et Galocha, école de Galocha, Mont-Leblanc, aller-retour, c'est des spéciales assez rapides. Le lendemain, c'est vrai qu'on va rentrer dans des spéciales beaucoup plus techniques avec celle de Bellefontaine et puis celle de Font-Saint-Denis. Et puis il y a surtout la mythique spéciale que nous allons refaire après tant d'années puisque la route était fermée. C'est la spéciale de Dessous, Sinaï, aller-retour. Qui sera champion de la Martinique des sports automobiles 2017? Réponse dans l'édition de dimanche soir. Voilà pour le suspense et voilà pour la course automobile. On poursuit le journal avec le reste de l'actualité sportive de ce week-end avec l'agenda sport signé Karil Chassol. Handball féminin, la 8e journée du championnat de prix national, débutée mercredi par la victoire de l'Arsenal, se poursuit ce soir 20h. 3 matchs au menu, Entente AS Mendizès Gauloise, TS Franciscain à Trinité, Aiglon Club Sport au Lamentin, mais aussi et surtout le choc, Réveil Sportif USC Citron au Gros-Morne. Une rencontre est prévue demain, 17h30. Chez les hommes, 3 matchs également ce soir, Gauloise TS Franciscain à Trinité, Réveil Sportif USC Citron au Gros-Morne, mais aussi le choc, Espoir de Floria, l'Étoile de Gondo à Corridon. Toutes ces rencontres se jouent à partir de 21h30.
Dimanche 17h30, un match clôturera cette 8e journée. En basket masculin, la 7e journée du championnat de N3 débute ce soir 20h par le match USAC-BBS au hall Péliard-Donatien. Toutes les autres rencontres auront lieu demain 20h. Chez les femmes, tous les matchs sont prévus demain 18h. En volleyball féminin, la 8e journée du championnat d'excellence débute demain par le choc Rayon-Éveil à 19h à Petit-Anse. Les autres rencontres sont prévues dimanche 9h. Chez les hommes, cette 8e journée débute en ce moment au lycée de Torail à Rivière-Salée avec Paul Goodluck. Suite demain 19h30 et clôture dimanche 8h30 de cette 8e journée. En football, 3 matchs ouvrent ce soir 20h la 10e journée du championnat de R1. RC Saint-Joseph Aiglon à Saint-Joseph, Golden Star Club franciscain à Pierre-à-Liquère et Samaritaine Goodluck à Sainte-Marie. Demain 15h30, 3 matchs au menu et à partir de 19h, une rencontre est programmée. Chez les femmes, la 8e journée du championnat débute demain 19h par 2 matchs et 2 autres sont prévus dimanche 15h30. Direction la mer, les Babyoles seront dimanche dans la baie du François à l'occasion de la 2e journée du championnat. Début des hostilités, 10h30. De la mer, on passe à la piscine de la CACEM. Elle servira de cadre au championnat de Martinique en petit bassin. Ils se dérouleront demain et dimanche à partir de 9h. Sport en bref, pour conclure, il y aura du tennis avec les demi-finales du championnat par équipe ainsi que les finales du tournoi du Lamentin. En tennis de table, la 4e journée du championnat par équipe et il y aura aussi du tir à l'arc dimanche. Voilà une actualité sportive à suivre dans votre journaux de samedi et dimanche. On revient maintenant à l'une des informations principales de ce journal. Je vous le disais en titre, après le feu vert donné par le conseil d'administration du Galion, on attend maintenant le début des travaux de raccordement à l'usine Albioma. Selon Albionas, cela devrait coûter près d'1 million d'euros et prendre 4 à 5 mois. Ce vendredi, les ouvriers de l'usine étaient loin de ces préoccupations. Ils ont fêté la Saint-Éloi, patron des métallurgistes. Reportage de Guy Raphaël René. C'est une Saint-Éloi particulière pour les employés du Galion. Une célébration qui a lieu dans un contexte tendu, celui de l'incertitude. Le raccordement à Albioma sera-t-il effectif dans les temps? Une question qui occupe toutes les pensées, même quand l'heure est à la fête. C'est bon, on a oublié ça, et puis bon, après nous, ça va passer quoi. Mais nous espérons que c'est un bon bagage, après la classe de jeunes, vraiment c'est que ça va aller. Et puis nous avons accoupler l'usine à Albioma. On partage, on est content aujourd'hui, mais on reste mobilisé dans un coin de notre tête. On n'oublie pas que notre avenir est en jeu. Le président, plus ou moins actuellement, qu'a Goumen et puis nous. Donc ça a rassuré nous petits brins. Mais le problème c'est qu'il n'est pas tout seul. De son parti, il n'est pas tout seul. Certains sont employés depuis plus de 20 ans et ont déjà connu des périodes difficiles au Galion, mais pas comme celle traversée actuellement, avec une campagne sucrière suspendue à une décision de raccordement qui se présente comme la seule alternative pour sauver l'usine. Nous sommes prêts à faire l'accordement et les travaux sont en cours. Il n'y a pas d'autre alternative, c'est l'accordement. Et il faut que ça se fasse, puisque si éventuellement on n'a pas de chaudière, donc il n'y a pas d'autre solution. Et ça a été validé au conseil d'administration, donc on attend. Du côté d'Albioma, des commandes auraient été passées, mais les travaux de raccordement n'ont toujours pas débuté. Les dirigeants semblent conscients de l'urgence et du délai très court qui leur est imparti avant le début de la campagne sucrière. Si toutes les parties sont d'accord pour s'entendre sur ce raccordement, il faudrait commencer les travaux assez rapidement. Donc le plus tôt, parce que si on parle de la campagne 2018, c'est une campagne qui débute dans 3 à 4 mois. Il faut être prêt à ce niveau-là. Donc les travaux réclament un certain temps pour être réalisés. C'est des travaux à 4 à 5 mois. Plus la décision tardera à être prise, plus ça va être compliqué. Mais nous, on met tout en œuvre pour être prêt. Un raccordement provisoire dont le coût global s'élève à environ 1 million d'euros. Travaux et matériel inclus selon la direction de la centrale biomasse.
On poursuit ce journal avec un peu de culture. Notre invité ce soir, Jean-Baptiste Casimir, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes responsable de l'atelier Tradition populaire au CERMAC. C'est exact. Et vous êtes à l'initiative demain, en tout cas le CERMAC est à l'initiative demain d'une manifestation Laribotte en Larifoyal à partir de 18h. Quel est le concept de cette manifestation? Alors, le concept, c'est de renouer avec les traditions. Par le passé, les gens faisaient la ribote, c'est-à-dire ils allaient de maison en maison, entre voisins. Le plus souvent, les voisins, c'était la famille. Et nous avons eu l'idée de l'ouvrir, c'est-à-dire que la famille foyalaise puisse l'une rencontrer l'autre. Alors, ça sera dans le cadre notamment de Noël. Voilà, c'est le chantier Noël habituel de chaque année. Donc là, on l'a fait avec la ribote. Donc, on va chanter Noël à partir du cantique avec des ritournelles. Et la particularité de notre chantier Noël, c'est de prendre des ritournelles liées aux bellets du sud, à savoir des Anse-d'Arlay, bellets du nord, celui de Sainte-Marie ou de Basse-Pointe, et de pouvoir remettre au goût du jour des chants oubliés, quoi. Alors concrètement, vous allez de lieu en lieu. Voilà. Demain à Fort-de-France, quel lieu? Voilà. Nous partons du parc Aimé Césaire, un lieu mythique, et en passant par le boulevard Général de Gaulle, la rue de la République, pour passer par la rue Victor Sévère et entrer à Camille d'Ancien. Donc là aussi, il y a un certain symbole, une symbolique autour d'Aimé Césaire, de Camille d'Ancien, d'Alicaire. Donc, l'idée, c'est de toujours penser à ces personnes parce qu'en fait, dans les années 60, fin années 50, 58 par là, il y a eu l'exode rural où toute une série de personnes sont arrivées à Fort-de-France et Aimé Césaire les a accueillis. Et ces personnes sont venues à Fort-de-France avec leur culture, leur savoir-faire, puisque nous avons plusieurs foyers culturels en Martinique et tous ces foyers culturels-là se sont retrouvés à Fort-de-France. Donc, on va de nouveau remettre ces foyers culturels-là en lien. Alors, ces traditions de solidarité qui est notamment très présente, notamment aux Antilles, où effectivement tout chacun est appelé à faire preuve de solidarité envers son prochain. Est-ce qu'il aurait été envisageable d'entrer chez les gens, que les portes soient ouvertes? Mais si les gens nous accueillent, on peut entrer chez eux, mais on a déjà des lieux déjà prédéfinis, donc mais c'est possible que quelqu'un puisse nous dire, venez faire un petit coup de chantier chez nous, voilà, installez-vous, etc. Ça peut se faire. Et l'idée même, c'est vraiment le partage vraiment. Alors, il y aura un défilé dans les rues de Fort-de-France. Quel est le parcours? Alors, le parcours... Alors, vous avez donné différents lieux. Voilà, le parcours, c'est vraiment le boulevard Général de Gaulle, et la rue de la République, et rue Victor-Sévère, et après, entrer à Camille d'Ancien. De nouveau, on chantera. Et après, on partira pour le kiosque Guédon en passant par la rue Périnon et la rue de la Liberté. Est-ce qu'il y a un thème, notamment pour s'habiller? Non, comme on est. L'idée, c'est d'avoir son cantique bien affûté. Et puis, chacun amène quelque chose à partager parce que l'idée, c'est ça, c'est la rencontre, le partage. C'est vraiment des valeurs qu'on veut remettre, qu'on veut de nouveau s'approprier toutes ces valeurs-là qui commencent à s'étioler en tout cas. Merci beaucoup Jean-Baptiste Casimir. Je rappelle que vous êtes responsable de l'atelier populaire et patrimoine au CERMAC et demain vous donc conviez la population à partir de 18h pour cette manifestation Laribotte en Larifoyal. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est le moment de passer à notre JT des communes. Et dans votre JT des communes ce soir, on revient sur cette journée mondiale de lutte contre le sida. Depuis mercredi, l'association Aide poursuit un tour de la Martinique. Hier, elle était au François, notamment pour des dépistages rapides. Le reportage de Hubert Bornil et de Michelet François. La caravane de Martinique ne rate pas ses rendez-vous. Comme chaque année, les militants se sont retrouvés, notamment dans cette commune, le François, avec les camions, les bus. Alors ici, on fait les dépistages directs. Bon, on ne dira pas que c'est le meilleur emplacement, mais le public a répondu présent quand même. Au François, c'est à proximité de la gare routière que nous avons rencontré les bénévoles d'Aide Martinique. En préservatif féminin. Et après, il faut regarder la date. Et après,
On le fait rentrer. Non, ça pas décemment, mais c'est un bon bain quand même pour maladie, parce que pour pas taper microbes. Il est vrai qu'ils auraient pu obtenir un meilleur emplacement, qu'importe, le travail se fait. Dans notre mode d'intervention, comme c'est dans une démarche communautaire, nos militants partent dans la ville, se disséminer et puis rabattre les personnes vers nous. Et c'est ce qu'on a fait toute la matinée. Et ma foi, ça a bien marché. On a déjà fait plus de 10 dépistages. Il n'y a pas foule, mais quelques curieux se laissent quand même prendre au jeu. Je passe par hasard et j'ai trouvé ça là que je suis venue. D'accord. Parce que pour vous, c'est important, c'est sérieux cette affaire-là. Eh bien oui, c'est l'affaire de tout le monde. Il faut un petit test, regarder si moi ou bien ma base. Mais en réalité, la négative, c'est que bon, comme on est belle. Il faut que nous prenions conscience, c'est parce que sida a couru. Alors pour que nous ayons dépisté, nous, moi, j'ai dépisté. Et ce qui est bien avec celui-là, c'est que la femme peut le poser jusqu'à plusieurs heures avant le rapport. Comme ça, elle arrive, elle est déjà prête, elle est déjà à l'aise, etc. Mais il faut qu'il douche, il faut qu'il pop tes couilles. Oui, bien sûr, bien sûr. Il paraît coucher puis à monde, on va... Des sourires, parfois quelques éclats de rire, qu'à cela ne tienne, on n'oublie pas cependant l'objectif, se rapprocher des populations parfois les plus vulnérables. Ici, c'est le stand de réduction des risques sexuels, avec des informations pour que les personnes puissent être en capacité de mettre en place des stratégies pour rester négatifs et pouvoir prendre en main leur... Comment on fait le dépistage? On le fait là, ici, on le pratique? Non, alors il y a notre unité mobile qui est en face. Et à l'intérieur de l'unité mobile, nous avons 2 cabines de dépistage rapide. Dans ce fourgon sont pratiqués les tests de dépistage rapide. C'est l'instant confidentialité, nous ne sommes pas autorisés à écouter les échanges. Même pas mal, comme on dit, juste une petite piqûre et puis vous êtes rassurés, vous pouvez passer de bonnes fêtes de fin d'année tout en prenant des précautions. Pas oublier, porter chapeau. Voilà, et pour être complet, depuis le début de l'année, 65 cas de personnes qui ont été donc reconnues, qui ont été dépistées positifs au VIH/SIDA ont été donc dépistés depuis le début de l'année. Ce sont des chiffres de l'ARS et justement une opération de dépistage était donc en cours aujourd'hui dans le cadre de la journée de lutte contre le sida. Vous voyez sur ces images l'association AIDS qui a donc présenté ses actions et qui a également organisé une opération pour recueillir des fonds. On écoute la vice-présidente de l'association AIDS Martinique au micro de Guy Raphaël René. Nous avons eu pas mal de personnes ce matin, mais malheureusement en fin de matinée avec la pluie, là maintenant effectivement c'est le calme. Mais les gens posent toujours des questions parce que les gens ont peur de parler du sida parce que le sida c'est une maladie, c'est toujours la maladie de la honte. Les gens ont peur et souvent les personnes qui sont contaminées, des fois sont exclues même dans leur propre famille. Les 40-49 ans et les 20-29 ans sont les plus touchés. En 2016, il y a à peu près plus de 600 hommes et plus de 352, plus de 300 femmes porteurs du VIH. Avant, on traitait à partir de la charge virale, c'est-à-dire à partir des CD4 à un certain taux, on traitait. Tandis que maintenant, c'est dépister, traiter. Dépister, traiter, et c'est pour éviter que la personne, si elle a une rupture de préservatif, qu'il y ait la personne a moins de risques. Le sida, on n'en guérit pas, mais il y a un traitement. À partir du moment qu'on a un traitement, donc la personne a la même qualité de vie qu'une personne qui n'est pas contaminée. Voilà l'action de l'association Action Sida Martinique dans le cadre de la journée de lutte contre le sida. On poursuit ce JT des communes et c'est une première en Martinique. Les reliques de Sainte-Thérèse de Lisieux sont présentées aux fidèles martiniquais. Camille Joseph, Marc-Olivier Dream, a pu assister à la présentation de l'une de ces reliques. Regardez. Cela fait déjà plus d'un siècle. Et ce soir encore, les reliques de Sainte-Thérèse de Lisieux et de la Sainte-Face, ainsi que de sa famille, Louis et Zélie Martin, témoignent aux catholiques que la sainteté est accessible à tous. Donc on ne vient pas adorer des reliques, on vient
vénérer, c'est-à-dire par un signe de respect, à travers cette chose. Dans les églises, ces hommes et femmes représentés par des statues ne sont ni des magiciens, juste des exemples, des tranches de vie qui, de par leur vécu, aident chacun à sa démarche ou à sa réflexion spirituelle. Alors, en famille, individuellement, ces paroissiens sont venus vénérer celle qui aura marqué ses proches par des petits gestes quotidiens. Il n'y a pas d'âge pour la naissance de la foi. La preuve, j'ai été baptisée en avril dernier et elle est un véritable témoin que Dieu agit dans nos vies. C'est-à-dire Jésus nous guide, mais c'est à nous de savoir l'écouter. Ça va m'apprendre encore à grandir ma foi, parce qu'elle c'était la charité, l'amour. Dans le cadre de l'évangélisation des femmes par les femmes, la présence de ces reliques initiées par la Caravane pour Marie veut donner un message fort aux familles catholiques. La société actuellement nous propose un autre profil. Or, le profil réel, c'est le père et la mère. Lui, Zélie Martin, Thérèse est ce qu'elle est par rapport à son père et à sa mère. Elle a bercé dedans, elle a été nourrie par l'amour de ses parents, qui étaient des gens ordinaires comme nous-mêmes. Donc c'est pour les fidèles, je pense que c'est à la fois un témoignage, un réconfort, et puis c'est une manière un petit peu de persévérer dans leur vie de foi, leur vie spirituelle. Persévérer dans leur vie de foi, une caravane qui sillonnera pêle-mêle les communes du Lorrain, Sainte-Anne, Ducos, Ajupa-Bouillon avant de boucler son tour du diocèse ce dimanche au Vêpres à la cathédrale Saint-Louis de Fort-de-France. Voilà, c'est ainsi que l'on referme ce journal. Restez avec nous à suivre la suite de votre tranche info avec votre rendez-vous Entier Pays présenté par Régine Germani. A tout de suite.